que nous a présenté ici Hachim Dembe. Ce n'est pas facile de s'y introduire immédiatement. Je voudrais d'abord relever quelque chose qui me touche par sa pertinence pour d'autres débats que nous avons déjà eus ici. J'ai retenu à un moment donné, vous avez fini sur le sens que prend la civilisation, mais vous l'avez aussi défini à un moment donné en nous disant que la civilisation exigeait de nous de maintenir un certain nombre de séparations fondamentales, de notamment préserver la séparation entre personnes et choses. Ça m'a rappelé l'un des slogans, un des appels de l'utopisme du 19e siècle, mais qui avait été repris par les fondateurs des systèmes totalitaires au 20e siècle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette formule qui disait « Il faut remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses ». En somme, de pouvoir traiter les personnes humaines comme on traite le monde inanimé aussi bien. Et dans le processus de la taylorisation du travail au début du XXe siècle, mais plus récemment dans d'autres processus de management et de contraintes exercées sur les individus pour les obliger de réfléchir d'une façon appropriée à l'entreprise, il y a un peu cette mise en œuvre de l'unification du monde, mais pas cette unification positive dont vous nous parliez, qui consiste à unifier, à voir l'appartenance de tous les êtres humains à la même espèce, à la même humanité, mais une assimilation des relations entre personnes, interpersonnelles, à des relations entre les personnes et les choses. Donc la barbarie, c'est justement cette homogénéisation du monde dont les prodromes lointains sont dans la mathématisation du monde proposée par la science du XVIIe siècle, mais qui se déploie sous nos yeux aujourd'hui parce qu'on voit comment tout peut être converti en une exigence d'exécution de tâches, y compris au sens où la personne elle-même doit se donner des ordres appropriés pour faire ce qu'on lui demande de faire. Mais elle le fait comme si c'était elle qui choisissait librement. Elle ne le fait pas librement. Donc, je trouve que là, il y a une piste pour nous à suivre sur l'idée de civilisation et barbarie. À part cela, je voudrais vous demander un peu d'explications complémentaires parce que vous êtes allé vite, c'est en 45 minutes, ou je ne sais pas combien, 50, il est difficile de parler de tout, et donc je voudrais demander quelques éclaircissements. Alors voilà, c'est sur 2 ou 3 points en particulier. L'une, c'est que j'avais le sentiment que vous aviez une conception de déroulement linéaire de l'histoire. Je ne sais pas comment elle était au début, mais en tout cas, il y a eu une chute à un moment donné, et cette chute, c'est les temps modernes. C'est Descartes avec son homme qui doit devenir le maître et le possesseur de la nature.
Je voulais à ce propos vous rappeler une chose, vous le connaissez, mais qui me frappe toujours parce qu'elle nous parle justement de ce monde que nous voyons naître au XVIIe siècle et qui vient de la Bible, donc un peu plus ancienne, où Dieu, s'adressant aux humains, leur disait « Multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Ayez autorité sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, sur tout vivant qui remue sur la terre. » Je me demande s'il n'y a pas là une caractéristique plus générale, peut-être de la culture judéo-chrétienne d'abord, de la culture devenue prométhéenne, ensuite à la Renaissance et à l'âge classique, qui consiste justement à abolir un certain nombre de séparations fondamentales, comme vous disiez, et de prétendre que tout peut être fabriqué, tout peut être soumis à la volonté de ceux qui l'organisent. Ensuite, donc il y a ce temps où nous avons chuté, et je suis un peu sensible au fait que vous nommez l'Europe comme quelque chose de très homogène. Je sais que l'Europe est responsable de beaucoup de choses, mais justement, elle est tellement multiple que je me demande si on peut parler de l'Europe comme un seul tout. Est-ce que ce vieux continent vraiment se réduit à telle ou telle caractéristique? Est-ce qu'elle n'a pas été toujours le lieu de conflits, d'opposition, de débats, de dialogues dans le meilleur des cas, parfois de conflits sanglants, mais en tout cas pas d'unanimité? Et par ailleurs, le racisme, est-ce qu'il est vraiment européen? Je me suis souvent demandé. Parce que, est-ce que ce qui est européen n'est pas plutôt ce qu'on appelle parfois le racialisme, c'est-à-dire la rationalisation du racisme comme comportement? D'après ce qu'on sait maintenant de nos ancêtres lointains, les chasseurs-cueilleurs qui habitaient toute la surface de la Terre, ils n'étaient pas vraiment tendres avec les habitants de la grotte voisine ou de la plaine voisine. On tirait d'abord, non, il n'y avait pas de fusil, mais on ne posait pas des questions, des trucs qui venaient envahir leur territoire, on le chassait à coups de machette. Non. Ça n'existait pas non plus. Coup de bâton. Donc, j'ai cru entendre aussi un peu dans votre discours, et surtout pour nous remonter un peu le moral de temps en temps, comme une promesse qu'il serait possible d'aller vers un monde vraiment meilleur, un monde d'unité vraiment universelle, une mémoire commune du monde entier, un monde débarrassé du fardeau de la race et du ressentiment. Est-ce que cela n'implique pas une vision du progrès de la race humaine, enfin de l'espèce humaine, qui au fond fait partie un peu de ce dont vous parliez, ce mythe du progrès selon lequel, pourvu qu'on travaille suffisamment fort, on pourra parvenir à tout faire, à tout obtenir tout résultat, d'une justice universelle,